Dans ce chapitre 16, on va s'intéresser aux différents modes de transfert thermique. Avoir une bonne isolation thermique dans un logement est important pour réduire sa facture de chauffage et améliorer son confort. Une caméra thermique permet d'identifier les fuites thermiques, le chaud qui sort en termes simples. Les zones qui ressortent en rouge ou en orange sur la photo correspondent aux plus grosses pertes. Ce sont donc les zones qu'il faudra isoler en priorité. Lors de la location ou l'achat d'un logement, le DPE, le diagnostic performance énergétique, est un élément à considérer. Prenons l'exemple de ce studio d'une surface de 40 mètres carrés pour un loyer mensuel de 522 €. Il est classé F. Son DPE indique une consommation énergétique, consommation donc relative au chauffage et à la production d'eau chaude, de 420 kWh par mètre carré et par an. Donc l'objectif, c'est d'estimer la facture annuelle d'électricité pour le chauffage. Dans un premier temps, on va pouvoir calculer l'énergie consommée à partir des données de l'énoncé, à partir du DPE et de la surface du logement. Ainsi, l'énergie annuelle consommée, ça va être le produit du DPE, qui est en kWh par mètre carré et par an, multiplié donc par la surface du logement. Donc il va falloir faire l'opération 420 que multiplie 40. Et donc on trouve 16 800 kWh par an. D'où une facture annuelle. On multiplie le nombre de kWh par le prix du kWh, 0,137, ce qui donne un résultat de 2300 € par an, soit une facture d'environ 192 € par mois, qui va venir s'ajouter donc au loyer mensuel. Donc il faudra prendre en compte dans le budget. On va commencer par identifier les différents modes de transfert thermique. Une différence de température entre deux systèmes induit un transfert thermique spontané du système le plus chaud vers le plus froid. Le premier mode de transfert thermique est la conduction. Ici donc on a un barreau de métal qui est chauffé par la flamme d'un bac benzène et on voit que l'agitation thermique se transmet de proche en proche des atomes du métal à leurs voisins. Et donc ici l'agitation se transmet de la gauche vers la droite. Il y a donc un transfert thermique. L'énergie thermique se propage dans un milieu matériel grâce à l'agitation thermique des particules qui se transmet de proche en proche, des plus agités aux moins agités. Ce mode de transfert se produit principalement dans les milieux denses, comme les solides, et peu ou pas dans les gaz, où les molécules vont être très éloignées. Le phénomène de convection peut être illustré par les lampes à lave. La chaleur de la lampe à incandescence, qui est au bas de la lampe, chauffe la cire, qui a une densité très légèrement supérieure à celle du liquide. Ce chauffage dilate la cire, donc la densité de la cire diminue et devient inférieure à celle du liquide. Les bulles de cire remontent, car elles sont moins denses que le liquide, se refroidissent lentement et la densité de la cire réaugmente, et les bulles de cire recoulent. Ce phénomène est appelé convection. Des phénomènes de convection analogues se produisent dans le manteau de la Terre, qui est chauffé par le noyau, et sont à l'origine de la tectonique des plaques. Donc la convection se produit dans les fluides, les gaz ou les liquides. L'énergie thermique est transportée par les déplacements du fluide lui-même. Elle peut être naturelle, si seule la dilatation et la gravité déplacent le fluide, ou forcée si le fluide est poussé à se déplacer par une agitation. Dernier mode de transfert thermique, le rayonnement. Tout corps porté à une certaine température émet des ondes électromagnétiques, qui peuvent augmenter l'énergie interne d'autres corps à distance. C'est le seul mode de transfert thermique possible dans le vide. Ce transfert thermique s'effectue donc par rayonnement entre le Soleil et la Terre. Il se produit aussi à l'intérieur des fours à micro-ondes. Le flux thermique phi caractérise la vitesse du transfert thermique, notée par la lettre Q, pendant une durée ΔT entre deux systèmes. Le flux thermique a donc pour expression phi égale Q sur ΔT. Q, c'est le transfert thermique qui se mesure en joules, c'est une énergie, divisée par la durée du transfert. Donc du point de vue des unités, le flux thermique est en joules par seconde, c'est-à-dire des watts.
Si on prend l'exemple d'une habitation en hiver, comme c'est indiqué sur le schéma en dessous, un transfert thermique va s'effectuer entre l'intérieur qui est chauffé, où la température va être plus élevée, vers l'extérieur où la température est la plus froide. Donc le flux thermique va correspondre à ce débit énergétique qui se produit entre l'intérieur et l'extérieur. Voyons maintenant la notion de résistance thermique. Si on coupe le chauffage d'une habitation en hiver, sa température va baisser d'autant plus rapidement que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est importante. Cette baisse va être ralentie si les murs sont bien isolés. La résistance thermique traduit l'opposition plus ou moins forte d'une paroi au flux thermique. Plus elle est élevée, plus le flux thermique sera faible. On peut voir l'effet de ces paramètres sur le flux thermique. Ici donc j'ai une habitation. La température intérieure de l'habitation est de 20 degrés Celsius et à l'extérieur il fait 0 degrés Celsius. Alors quels sont les paramètres qui vont influer sur le flux thermique? Il y a tout d'abord la différence de température. Si l'écart de température augmente, on voit que le flux thermique augmente. Donc si l'écart de température diminue, le flux thermique est réduit. Donc une façon simple de faire des économies d'énergie, c'est tout simplement de baisser la température intérieure du logement. La deuxième façon de faire des économies, c'est d'augmenter l'isolation. Si j'augmente par exemple l'épaisseur de la paroi, on voit que le flux thermique est réduit. Et je peux rajouter des parois avec de l'isolation, telle que de la laine de verre, qui vont permettre de réduire de façon très importante le flux thermique. Donc comme on l'a vu dans l'animation, le flux thermique va être donné par la relation phi égale delta T sur R. Delta T, c'est la différence de température entre les deux côtés de la paroi. Plus cette différence de température va être grande, plus le flux thermique, plus les pertes thermiques vont être grandes. Et RTH, c'est la résistance thermique de la paroi. Plus cette résistance va être grande, plus l'habitation va être bien isolée, et plus le flux thermique donc va être réduit. Du point de vue des unités, le flux thermique est en watts, la différence de température en Kelvin. On en déduit que la résistance thermique est en Kelvin watt-1. Un exemple d'application pour manier la formule. Pour maintenir dans un sauna une température de 70 degrés Celsius à l'intérieur, alors que la température extérieure est de 20 degrés Celsius, il faut fournir une puissance de 1500 watts. Calculer la résistance thermique de la paroi du sauna. Ainsi, la résistance thermique va pouvoir s'exprimer par cette relation, delta T sur phi. La différence de température, ça va être égal à 70 moins 20 au numérateur, divisé par le flux thermique, qui est égal à 1500. Qui permet donc de compenser les pertes énergétiques. Donc on trouve 3,3 10 puissance moins 2 Kelvin watt moins 1. Un exemple de très bonne isolation, c'est le vase de Dewar. Cherchant comment conserver à basse température des gaz liquéfiés, le physicien français D'Arsonval eut l'idée d'exploiter le vide comme isolant thermique. Le vase qu'il réalisa était constitué de deux vases en verre, entrant l'un dans l'autre, soudés par leur bord supérieur, et entre lesquels régnait un vide poussé. Vers 1893, le physicien britannique James Dewar améliora le vase de D'Arsonval en utilisant des parois de verre argentées et put ainsi stocker l'hydrogène liquide à moins 252 degrés Celsius. Le vide qui a été créé entre les deux parois en verre va permettre de s'affranchir des deux modes de transfert thermique par conduction et par convection, puisque ces deux modes de transfert nécessitent un milieu matériel. Ils ne peuvent pas se produire dans le vide. Et l'ajout des parois argentées va permettre de réfléchir le rayonnement et de s'affranchir du troisième mode de transfert thermique, qui va donc disparaître. On réalise ainsi une isolation quasi parfaite. Dans cette deuxième partie, on va parler des échanges avec une paroi thermostatée. La loi de Newton pour commencer. Considérons un système en contact avec le milieu extérieur par une paroi très fine. Le système et ou le milieu extérieur est un fluide. L'évolution de la température de ce système est en général difficile à modéliser, car plusieurs modes de transfert thermique peuvent intervenir. Lorsque le principal mode de transfert thermique est la convection dans le fluide, la loi de Newton permet de modéliser le flux thermique. Elle relie le flux thermique, phi, et la différence de température, θx moins θ. Donc le système a une température qui est notée θ, et la surface d'échange avec le milieu extérieur est notée grand S. Et le milieu extérieur a une température qui est notée θx, qui est constante, qui est appelée donc thermostat.
La loi de Newton s'écrit ainsi, phi égale h fois s, θx moins θ, où on peut exprimer aussi la différence de température en Kelvin. Alors cette loi de Newton n'est pas à connaître par cœur, elle sera rappelée dans les exercices. Petit h, c'est le coefficient d'échange convectif. D'un point de vue dimensionnel, c'est en watts mètre par mètre carré par degré Celsius, et ça dépend de la nature du fluide. Grand S, c'est la surface d'échange avec le milieu extérieur en mètre carré, et θx moins θ, qui est aussi égal à Tx moins T, c'est la différence de température, donc on peut exprimer en degrés Celsius ou en Kelvin. Et bien sûr, le flux thermique s'exprime en watts. Ici, on va prendre un exemple où la température du système est supérieure à la température extérieure, donc la loi de Newton va donner un flux thermique qui va être négatif, puisque θx moins θ va être négatif, et c'est bien cohérent avec les conventions du banquier, le système perd de l'énergie. L'objectif de l'étude va être de modéliser l'évolution de la température du système. Et pour cela, on sera amené à résoudre une équation différentielle de la forme y' est égale à a fois y plus b, que l'on a déjà rencontrée lors de la charge d'un condensateur. Donc la solution de l'équation différentielle a pour expression y de t égale grand K exponentielle à t moins b sur a. Donc soit θi la température initiale du fluide constituant le système, et petit c sa capacité thermique massique. Lors d'une durée ΔT suffisamment petite, la température de ce fluide varie de Δθ. Le fluide va commencer à refroidir. Donc ici, on va avoir Δθ qui va être négatif. On va suivre les différentes étapes du raisonnement. Première étape, premier principe de la thermodynamique. Donc premier principe, c'est ΔU est égal à W plus Q. Ici, il n'y a pas de transfert thermique par travail. Donc ΔU est égal à Q. Deuxième étape, expression du transfert thermique Q à partir de la définition du flux thermique et de la loi de Newton. Alors le flux thermique, il est défini ainsi. Flux est égal à Q sur ΔT. Alors attention, ici ΔT c'est la durée. Et donc on peut réécrire cette expression. Q est égal à phi fois ΔT. Et on va remplacer phi par l'expression qui est donnée par la loi de Newton. Petit h fois grand S, que multiplie la différence de température, température extérieure moins température du système, que multiplie donc la durée. Pendant cette durée ΔT, la température du système va varier de Δθ, et on va exprimer la variation d'énergie interne ΔU à partir de la capacité thermique massique du fluide et de cette petite variation de température. On va avoir donc ΔU qui va être égal à m fois C, que multiplie la variation de température du système. Comme ΔU est égal à Q, on va pouvoir égaliser ces deux expressions. On a donc petit m fois C fois Δθ, qui va être égal à petit h fois grand S, température extérieure moins θ, fois ΔT. On divise par ΔT. On fait apparaître Δθ sur ΔT, qui va être égal donc à h fois s, θx moins θ. On va maintenant assimiler ce taux de variation Δθ sur ΔT à la dérivée. Et on va pouvoir réécrire cette équation sous la forme m fois c que multiplie la dérivée de la température par rapport au temps. Et je vais développer le deuxième terme, ça va faire h fois s que multiplie la température extérieure, moins h fois s que multiplie la température du système. Je vais réécrire cette équation en divisant par petit m fois petit c pour me rapprocher de l'expression qui est dans l'encadré, et je vais donc obtenir la dérivée de θ par rapport au temps, qui va être égale à moins h fois s sur petit m fois petit c que multiplie θ, plus petit h fois s divisé par petit m fois petit c que multiplie la température extérieure. Ici θ joue le rôle de y, dθ sur dt c'est donc y'. Ainsi en identifiant, je vais avoir ce terme moins hs sur mc qui va correspondre au petit a de l'équation différentielle. Et je vais avoir ce terme-là
hs fois θx divisé par petit mc, qui va correspondre au petit b. J'utilise maintenant l'expression de la solution dans l'encadré. Donc je vais avoir θ de t qui va être égal à k, donc exponentielle de a de t. Donc exponentielle de petit a ici, c'est moins petit h fois s divisé par petit m fois petit c que multiplie le temps, moins petit b, c'est-à-dire h fois s divisé par petit m fois petit c que multiplie la température extérieure, que multiplie 1 sur a. Donc 1 sur a, ça va être moins petit m fois petit c divisé par petit h fois petit s. Beaucoup de simplification. Et donc l'expression que je vais écrire k exponentielle de moins petit h fois s divisé par petit m fois petit c que multiplie le temps. Les signes moins vont se simplifier, moins par moins ça fait plus, donc plus la température extérieure. Il reste à déterminer cette constante grand K. Pour cela, on va utiliser comme d'habitude les conditions initiales. À l'instant t égale 0, la température du système est égale à θi. Et on va pouvoir aussi exprimer cette température à partir de l'équation précédente. Donc ça va faire K exponentielle de 0 plus la température extérieure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette expression et j'ai remplacé T par 0. Donc on va obtenir K plus la température extérieure. Et donc en regardant cette égalité, j'en déduis l'expression de K qui va être égale à θi moins θ extérieur. D'où l'expression de la solution. θ de t, je remplace K par son expression. θi moins θ extérieur. Exponentielle de moins petit h fois s divisé par petit m fois petit c que multiplie t, plus la température extérieure. On obtient la représentation graphique ci-contre. On va avoir donc une décroissance exponentielle de la température depuis la température initiale jusqu'à la température extérieure. Et donc cette droite est l'asymptote horizontale à la courbe. Cette expression n'est pas à mémoriser, il faut juste savoir refaire les différentes étapes en se laissant guider par les indications de l'énoncé. Dans ce dernier paragraphe, on va modéliser les échanges thermiques à la surface de la Terre pour en déterminer la température moyenne. Du fait de sa température T, exprimée en Kelvin, tout corps émet un rayonnement électromagnétique de flux thermique surfacique PE, vérifiant la loi de Stefan-Boltzmann. PE est égal à K fois T à la puissance 4. K est un facteur qui dépend du corps considéré. Si le corps est un corps noir, c'est-à-dire un objet théorique qui absorbe intégralement le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit, le facteur K est égal à la constante de Stefan-Boltzmann, sigma, soit 5,67 10 puissance moins 8 watts par mètre carré, Kelvin puissance moins 4. Cette relation n'est pas à connaître par cœur, elle serait rappelée dans tout exercice de bac. Le flux thermique surfacique reçu du Soleil par la Terre, par unité de surface perpendiculaire au rayon solaire, ρPS égale 1368 watts par mètre carré. On le voit apparaître ici sur le schéma. Ainsi, pour connaître le flux thermique reçu du Soleil par la Terre, il va falloir multiplier cette puissance surfacique précédente, non pas par la surface de la Terre, mais par la surface du disque qui va être interceptée par les rayons provenant du Soleil. Ce qui donne cette relation. PS fois pi r au carré, où r bien sûr est le rayon de la Terre.
On peut en déduire cette fois-ci le flux thermique surfacique reçu à la surface de la Terre, qui est une sphère de surface 4 πr au carré. Pour cela, on va diviser le flux thermique reçu par la Terre par la surface de la Terre. Donc ça donne PS fois πr au carré divisé par 4 πr au carré. On simplifie donc par πr au carré et on obtient donc PS sur 4. Donc le flux thermique surfacique va être de 342 watts par mètre carré seulement. Faisons l'hypothèse tout d'abord que la Terre se comporte comme un corps noir. On peut estimer que la température terrestre moyenne est alors globalement stable, et donc dire que le flux thermique surfacique reçu du Soleil va être égal au flux thermique surfacique rayonné par la Terre selon la loi de Stefan Boltzmann. Ce qui donne la relation que je surligne ici. Ce flux thermique surfacique reçu par la Terre est égal à K fois T puissance 4. Ainsi on en déduit que la température en Kelvin exprimée à la puissance 4 va être égale au flux thermique surfacique reçu par la Terre en provenance du Soleil, divisé par petit k. Et donc que la température va être égale à ce quotient, élevé à la puissance 1 quart. On peut procéder à l'application numérique. Le flux thermique surfacique, il est égal à 342 watts par mètre carré, on l'a calculé tout à l'heure. Et on va diviser par petit k, qui est la constante de Stefan Boltzmann, puisqu'on a fait l'hypothèse que la Terre se comporte comme un corps noir. Donc 5,67, 10 puissance moins 8. Le tout à la puissance 1 quart. Le résultat de l'application numérique donne 279 Kelvin. Pour avoir la température exprimée en degrés Celsius, il va falloir soustraire 273 et donc on trouve 6 degrés Celsius. Or la température moyenne terrestre est de 15 degrés Celsius, donc assez différente de celle que l'on vient de calculer. L'hypothèse que l'on a faite est donc fausse, la Terre n'est pas un corps noir. Le schéma ci-dessous présente un bilan énergétique des différents flux au niveau de la Terre. Alors pourquoi la Terre ne se comporte-t-elle pas comme un corps noir? Parce que déjà une partie du rayonnement va être réfléchie vers l'espace, au niveau de l'atmosphère et au niveau de la surface de la Terre. Tout le rayonnement ne va donc pas être absorbé. Cette proportion du rayonnement qui est renvoyée par la Terre est caractérisée par un nombre qui s'appelle l'albédo. La Terre n'absorbe donc pas intégralement le rayonnement qu'elle reçoit du Soleil, elle en réfléchit vers l'espace à peu près 30%. Phénomène donc caractérisé par l'albédo. L'albédo correspond à la proportion de l'énergie reçue par la Terre qui est réfléchie et n'est donc pas absorbée. Alors par exemple, si on prend deux cas extrêmes, un albédo qui est nul, ça correspond à un corps qui absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit. Et l'albédo peut prendre une valeur extrême qui serait égale à 1. C'est le cas d'un miroir parfait qui réfléchit tout le rayonnement qu'il reçoit. Alors la Terre et son atmosphère présentent un albédo qui est égal à 0,3 en moyenne. L'albédo de la neige vaut 0,8, donc la neige réfléchit beaucoup le rayonnement, contre environ 0,1 pour la mer. Alors tout à l'heure, on avait fait l'hypothèse que la Terre se comportait comme un corps noir, donc avec un albédo qui était nul, alors qu'en réalité, l'albédo de la Terre est égal à 0,3, donc on avait fait une erreur assez importante. Regardons maintenant la conséquence du réchauffement climatique sur l'albédo. Un réchauffement climatique va entraîner une augmentation de la fonte des neiges. La neige a un albédo qui est élevé de 0,8, donc elle renvoie beaucoup le rayonnement solaire. Ça va entraîner donc une baisse de l'albédo, puisque la neige va disparaître. Et donc de nouveau, une augmentation de la température. Pourquoi? Parce que la Terre va absorber davantage de rayonnement solaire. Donc on a ici un cycle qui est néfaste. On parle de rétroaction climatique. Ainsi la Terre absorbe en partie le rayonnement provenant du Soleil, et comme tout corps chaud, la Terre va réémettre un rayonnement infrarouge. Une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre traverse l'atmosphère. Une autre partie est absorbée par les gaz à effet de serre et réémise dans toutes les directions. Cela a pour effet de réchauffer la surface de la Terre. C'est le point numéro 3 du schéma. L'effet de serre est un phénomène naturel de réchauffement d'une planète, provoqué par des gaz de son atmosphère qui absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol. Les gaz de l'atmosphère absorbent environ 20% du rayonnement émis par le sol, conduisant à l'effet de serre. Quelles vont être les conséquences d'une augmentation des concentrations de ces gaz dans l'atmosphère? Eh bien, l'atmosphère va absorber davantage le rayonnement
émis par la Terre, ce qui va conduire à une augmentation de la température moyenne de la surface de la Terre. D'où l'importance de limiter la production de CO2 due aux activités humaines afin de limiter le réchauffement climatique. Mais c'est loin d'être gagné.